Dans les leçons précédentes, je vous ai présenté deux grandes familles d'algorithmes de routage, le routage à vecteur de distance et le routage à état de lien. Nous avons évoqué brièvement les aspects liés à la performance de ces algorithmes. Quels échanges sont nécessaires pour leur fonctionnement? Ces échanges occupent-ils une part importante de la capacité des liens? À quelle vitesse convergent-ils, etc. C'est ce type de critères qui va entrer en ligne de compte lorsqu'un gestionnaire de réseau devra choisir et régler les paramètres d'un protocole de routage. Dans cette leçon, nous allons évoquer ces différents critères permettant de comparer les algorithmes de routage. Il faut bien se souvenir que le routage au sein d'un réseau consiste essentiellement à trouver pour chaque paquet un chemin vers la bonne sortie du réseau. Le paquet entre par un routeur et doit ressortir par un autre routeur qui le rapproche le plus possible de sa vraie destination, qui peut faire partie du réseau qui nous intéresse ou être en dehors de celui-ci. Pour trouver la bonne sortie et le bon chemin vers cette sortie, toutes les stratégies que vous pouvez imaginer peuvent fonctionner. Vous devez avoir à l'esprit les principes du routage à vecteur de distance et du routage à état de lien. J'avais aussi évoqué le cas du routage statique dans lequel un centre de contrôle acquiert la connaissance de la cartographie complète du réseau, exécute un algorithme de calcul des plus courts chemins tel que l'algorithme Dijkstra, puis renvoie les routes ainsi calculées à tous les routeurs. Ce type de routage est en fait assez semblable au routage à état de lien, si ce n'est que les messages contenant la cartographie locale sont envoyés à un récepteur unique, le centre de contrôle, qui effectue le calcul avant de disséminer les routes. Nous appellerons cette stratégie routage statique centralisé par la suite. Si l'on veut économiser l'étape d'envoi des routes aux différents routeurs, on peut tout à fait envoyer tout le trafic vers le point central, qui connaît toutes les routes et qui va ensuite inclure dans le paquet directement la liste des routeurs à parcourir. C'est un peu comme si la poste centrale indiquait sur l'enveloppe d'un courrier la liste des centres de tri successifs à parcourir. Chaque routeur va alors examiner l'entête du paquet pour déterminer le prochain routeur, et aucun routeur n'a alors besoin de maintenir une table de routage, puisqu'il suffit de lire ce qui est indiqué dans l'entête du paquet. Appelons cette stratégie routage précalculé. À l'extrême, on peut tout à fait concevoir une stratégie totalement aléatoire. À chaque fois qu'on doit relayer un paquet, on choisit une direction au hasard, et on espère que tôt ou tard on tombe sur le bon routeur qui saura vraiment quoi faire du paquet. Bien évidemment, un paquet peut errer très longtemps dans le réseau avec une telle stratégie qu'on appellera routage aléatoire. À l'extrême inverse, un routeur A peut aussi transmettre chaque paquet provenant d'un routeur B à tous les routeurs connectés à A, sauf B bien sûr qu'il a déjà retransmis. Cette stratégie, qu'on appellera inondation, offre la garantie de trouver la bonne sortie assez rapidement puisqu'on va explorer en parallèle tous les chemins possibles. En bref, toutes ces stratégies peuvent fonctionner pour acheminer des paquets vers un routeur de destination dans un réseau. Cependant, vous voyez bien que toutes ces stratégies ne sont pas aussi efficaces les unes que les autres. Tout d'abord, examinons le volume de trafic de contrôle. Il s'agit de l'ensemble des messages échangés par les routeurs pour calculer les routes, connaître leur voisinage, etc. En gros, il s'agit de tout le trafic qui n'est pas explicitement du trafic de données, qu'on appelle aussi surcoût du protocole. Le débit, correspondant à ce surcoût, vient se soustraire au débit disponible pour acheminer des paquets de données, et il ne donc doit pas être trop conséquent. Le routage aléatoire, ainsi que l'inondation, ne nécessite aucune connaissance. Par conséquent, le volume de trafic de contrôle nécessaire pour ces stratégies est nul. Le routage à vecteur de distance nécessite de transmettre toute la table de routage de chaque routeur à ses voisins directs. On a donc de gros paquets de données envoyés par tous les routeurs à un nombre limité d'autres routeurs. Le volume de trafic de contrôle provient ici de la taille des paquets échangés. A l'inverse, le trafic de contrôle d'un routage à l'état de lien ne se compose que de paquets de taille modeste. Les paquets Hello servant à identifier les voisins d'un routeur sont petits et les paquets annonçant le voisinage de chaque routeur à tous les autres sont de taille limitée en comparaison de la taille d'une table de routage. En revanche, les premiers sont envoyés périodiquement à tous les voisins d'un routeur. Les seconds sont diffusés dans tout le réseau. Le volume de trafic de contrôle provient ici essentiellement du nombre de retransmissions nécessaires pour disséminer cette information à tous les récepteurs. Dans le cas d'un routage statique centralisé, les paquets décrivant le voisinage de chaque nœud ne sont plus envoyés qu'à une seule destination, ce qui permet d'économiser du trafic de contrôle. En revanche, il est encore nécessaire de retransmettre les tables de routage calculées par le centre de contrôle à chaque routeur, ce qui représente un trafic assez important. Cette dernière étape n'est pas nécessaire dans le cas du routage précalculé. Le centre de contrôle est le seul à connaître les routes, et on voit que dans ce cas, il sera sur le chemin de chaque paquet et devra alors faire face à un volume de trafic très important. On voit donc qu'au-delà du simple volume de trafic de contrôle, on doit se poser la question de l'efficacité du processus de relayage. Si chaque paquet doit parcourir un chemin beaucoup plus long que le chemin le plus court avant d'atteindre sa destination, l'économie réalisée sur le trafic de contrôle risque d'être assez rapidement compensée par les transmissions inutiles. Par exemple, le processus d'inondation ou le routage aléatoire vont provoquer un nombre de réémissions du même paquet beaucoup plus important que nécessaire puisqu'on va dupliquer les paquets à l'extrême dans un cas et prendre des chemins très longs dans le second cas. Et c'est justement là
que les protocoles tels que le routage à vecteur de distance ou à état de lien sont très efficaces. Ils sont capables de déterminer non pas un chemin valide, mais le meilleur chemin, au sens d'un critère tel que la longueur des routes, la bande passante, le délai de bout en bout, etc. Le routage statique centralisé, lui aussi, calcule a priori les meilleures routes possibles, mais de manière centralisée. Le désavantage du routage statique centralisé que nous avons déjà évoqué, c'est sa fragilité. Si le centre de contrôle tombe en panne, le réseau perd sa capacité à s'adapter aux changements de configuration et risque de ne plus fonctionner du tout. On voit ici se dessiner les contours d'un autre critère de performance, la robustesse du protocole de routage. Le routage centralisé n'est pas très robuste. Le routage précalculé l'est encore moins, puisque la connaissance des routes dans le réseau n'est présente qu'en un seul point. Dans le cas d'un routage statique centralisé, une panne du centre de contrôle empêchera seulement le réseau de s'adapter aux changements. Mais les routes calculées pourront tout de même fonctionner si aucun autre événement ne survient. Dans le cas du routage précalculé, le centre de contrôle étant un point de passage obligé, tout le réseau sera en panne. A l'inverse, le routage aléatoire et l'inondation sont totalement insensibles aux pannes puisqu'ils ne nécessitent aucune connaissance, aucun élément n'est indispensable. Les protocoles de routage distribués tels que le routage à vecteur de distance ou à état de lien sont eux aussi très robustes puisqu'aucun point n'est privilégié. On peut perdre n'importe quel routeur, tant qu'il existe un chemin du point A au point B, l'algorithme trouvera ce chemin plus ou moins rapidement. La réactivité est elle aussi un critère de performance important. On peut la définir comme le temps nécessaire entre le moment où un événement, tel qu'une panne, survient, et le moment où le changement induit est pris en compte dans tous les routeurs du réseau. On a vu que dans le cas du routage à vecteur de distance, ce temps était fonction de la distance entre le point de l'événement et le point le plus éloigné dans le réseau. On a vu aussi que cet algorithme pouvait, dans certains cas, mettre un certain temps à converger. Le routage à état de lien est a priori beaucoup plus réactif, puisqu'il suffit que le ou les routeurs ayant détecté le problème transmettent un paquet de notifications à tous les autres routeurs du réseau. Le temps nécessaire est le temps d'inonder le réseau une fois, ce qui est généralement assez faible. Nous avons donc vu dans cette leçon que la performance d'un protocole de routage peut être caractérisée selon plusieurs critères tels que le volume de trafic de contrôle nécessaire à son fonctionnement, la qualité des routes calculées, sa robustesse ou encore sa réactivité face aux événements. Vous pouvez voir sur ce tableau qu'aucun algorithme n'est parfait et que tout est une question de compromis. Un administrateur réseau aura pour tâche de sélectionner le protocole de routage qui réalisera le compromis qu'il désire dans son réseau, en prenant en compte les caractéristiques de celui-ci. La taille du réseau, son étendue, la fiabilité matérielle des équipements d'interconnexion, la charge imposée au réseau ou encore les besoins en qualité de service des flux de données sont autant de critères qui pourront faire pencher la balance vers une stratégie ou une autre. Même les stratégies les plus incongrues telles que le routage aléatoire ou l'inondation peuvent être le meilleur choix, par exemple dans des réseaux dont tous les éléments, même les routeurs, sont mobiles.